Mon infusion est en train d'infuser et on va faire un bilan. Coucou mes petits moches. Le bilan de l'année, j'aime bien faire cette vidéo-là, pour moi déjà, très égoïstement. Et puis parce que j'avoue, j'aime bien les regarder chez d'autres, que je suis. Donc je vous propose ça. Je suis pas certaine que ça soit incroyable chez moi cette année, j'en sais rien. On va le faire ensemble et on va le faire avec simplicité, avec mon mug New York. À New York, ça fait partie de cette année, clairement. Je vais aborder plusieurs sujets pour faire ce bilan. Des sujets qui sont complètement dans le désordre, hein, c'est pas du tout par ordre de priorité ou je ne sais pas quoi. Attendez, hop, je remets mon cahier parce qu'évidemment tout est un peu noté, les grandes idées en tout cas. Et on va démarrer avec l'aspect du travail. Je pensais pas qu'il y aurait du mouvement. Si on m'avait dit fin 2024, tu vas changer de taf, machin, j'aurais dit non, je pense pas. Et en fait, si. J'avais besoin 2024 d'apaisement lié au travail, de me sentir bien traitée, considérée, tout ça. C'est ce que j'ai eu avec mon entreprise où j'étais en début d'année 2025. Et arrivé fin premier trimestre 2025, je dirais, ça a commencé à me remuer en mode, certes, là, t'es dans quelque chose qui est confortable. Clairement, t'y es bien. Il n'y a pas une masse de travail complètement folle. Il y a du travail, mais c'est correct. C'est rare que tu te sentes submergé par la quantité de travail. On te respecte. Tout le monde te respecte. Tous tes collègues, ça se passe super bien. Peu importe dans quel labo tu es, puisqu'à l'époque, j'étais secrétaire volante, mais je volais plus beaucoup. J'étais souvent dans le même laboratoire à Villejuif et où j'étais très 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 bien. Mon biologiste était absolument génial, il n'était pas du tout chiant, très agréable, enfin franchement j'étais très bien. Maintenant il y a des choses qui me saoulaient un peu, le fait de me lever très très tôt, 5h45 tous les matins, quasiment. Je dis quasiment tout le temps parce que c'était des semaines de 5 et 6 jours travaillés sur 7. Donc clairement, les jours où tu ne te lèves pas, ils étaient très restreints. Et ça m'a beaucoup épuisée et fatiguée. Et surtout, même si j'avais du confort dans ce travail, du confort d'esprit, pas de prise de tête, tout était simple, je fais mon travail, c'était plan-plan. Et le fait que ça soit plan-plan, ça a ses avantages et ses inconvénients, parce que je suis pas quelqu'un qui est plan-plan au travail, je suis quelqu'un qui est dynamique, et je suis quelqu'un qui fait les choses très correctement. C'est pas pour me la raconter, mais c'est la vérité. Par exemple, dans ce métier plan-plan, j'aurais pu faire un peu comme font certaines secrétaires, c'est-à-dire enregistrer les patients qui sont là, à mon rythme, tranquille. C'est pas mon cas, je les enregistre rapidement, mais de la bonne manière. Ils sont accueillis avec le sourire, avec du peps, avec de l'énergie. Enfin, ce qu'il faut, quoi. Je suis une bonne secrétaire médicale. Et faire donc le minimum qu'on attend de moi. Et ne pas aller plus loin. En plus, comme j'étais volante, honnêtement, ne pas traiter les mails, tu t'en fous, tu les laisses pour la fille qui sera là demain, toi t'y seras pas dans ce labo, t'en as rien à foutre. C'est pas possible pour moi. Je traite les mails, je fais la facturation, je fais tout en fait ce qu'on attend de moi dans le global, mais qu'honnêtement, personne d'être derrière moi pour me dire tu le fais pas. La preuve en est, c'est que fin de trimestre 2025, du premier trimestre, vers mars-avril, je commençais à me dire, mais attends, tout ce que j'offre, tout ce que je donne, je vois bien, parce que j'ai ce système de comparer. C'est pas bien, mais en même temps, parfois, ça pousse à faire d'autres choses et ça mène plus loin. Bref, le fait de comparer, je me rendais bien compte que le travail que je fournissais, c'était pas le même que d'autres. En termes de qualité, de quantité, de faire la facture par exemple, ou des choses comme ça. Et ça m'a poussé à clairement demander une augmentation au vu de ce que j'apportais au laboratoire et tout, j'estimais complètement la mériter. Et le retour qu'on m'a fait, c'est oui, mon travail est très très bon, on va dire un peu aux autres de faire la même chose. Ça me fait doucement rire parce que ça changera rien. Et voilà, bref. Mais on peut pas t'augmenter parce que dans notre entreprise, on a une grille salariale et on la respecte. Et avec ta prime de volante, t'es déjà clairement au-dessus de la grille par rapport aux autres, donc on va pas te donner un centime. Et ça, clairement, j'ai bien compris que ça allait rester comme ça, pas à perpétuité, mais presque. C'est-à-dire qu'on risquait pas de m'augmenter dans 6 mois ni dans 1 an, quoi. Donc j'avais le choix de me dire, certes, on reconnaît mon travail, parce que quand on m'a répondu qu'il n'y aurait pas d'augmentation possible,
j'ai bien senti que la personne, elle était triste et désolée de ça, et que c'était un état de fait de l'entreprise globale. C'est un groupe qui a des centaines de laboratoires, donc c'est pour tout le monde pareil, en gros. Et j'ai senti qu'elle était deg parce que elle savait qu'elle risquait de me perdre. C'était clair et net, elle le sentait, et elle était triste, parce que vraiment, mon travail était reconnu. Oui, tu travailles bien, on aime ce que tu fais, nanana. Je vous répète, j'étais bien. Maintenant, j'avais ce choix-là de me contenter de cette paye-là et de cette reconnaissance-là, mais qui passerait pas par une rémunération, qui passerait pas non plus par un changement de poste, par exemple, j'en sais rien, quelque chose qui soit un peu différent. On m'avait juste proposé de prendre plus de formation, sachant que la prime pour former quelqu'un, c'est 10 € brut par jour. Ça laisse songeur, hein, c'est-à-dire que si tu formes quelqu'un pendant 10 jours, tu as sur ta paye 100 € brut à la fin du mois. Vu l'investissement que je mets à former les gens, parce que oui, je mets de l'investissement réel dans tout ce que je fais dans mon travail, donc s'il me file quelqu'un à former, je vais pas le faire à moitié, je vais le faire à fond, dans les détails, vraiment, je vais adapter la façon dont je lui explique les choses en fonction de qui elle est, etc. J'ai déjà beaucoup formé avant, donc être payé ça en plus pour le travail que ça allait me demander, non en fait, il y avait des choses qui me titillaient trop. Le manque d'évolution, la non-reconnaissance au niveau du salaire, et ça allait vraiment rester bloqué comme ça. J'avais pas un mauvais salaire, mais j'avais pas un salaire incroyable non plus. Ça me chafouinait. Il y avait des choses qui commençaient à me triturer, et puis le plan-plan, c'est bien, mais ça a ses désavantages, c'est-à-dire qu'il y a l'ennui en fait. Et ça commençait à me gêner. Ça a été bien pendant un temps parce que j'étais tellement submergée par mon ancien taf que j'avais besoin de ce repos-là et de ce calme-là. Mais là, j'arrivais à un truc où je voulais autre chose, quoi. Je me nourris d'apprendre, là, j'apprenais rien du tout. C'était compliqué. Donc, j'ai fait un CV. Et je l'ai envoyé notamment à une agence qui est spécialisée dans le médical, avec mes attentes, etc. D'ailleurs, petite anecdote, je me souviens que la personne qui a pris mon CV, avec mes attentes en trop de salaire, elle m'avait dit, bah dis donc, ça va être compliqué. Je dis, bah écoutez, c'est pas grave, hein, si je trouve pas, je suis bien où je suis, hein, mais je partirai pas pour un salaire identique. Je vais pas, parce qu'il y avait ça aussi, l'éloignement. Là, j'étais très proche de chez moi. Bon, j'exagère parce que quand j'étais à Villejuif, j'étais quand même à 40-45 minutes de transport avec 2 changements. Donc c'était quand même bien chiant. Mais j'étais quand même proche de chez moi. Donc si je faisais l'effort, je savais que potentiellement j'allais m'éloigner de chez moi. Donc si je m'éloignais de chez moi, il fallait qu'il y ait une vraie augmentation de salaire, qu'il y ait un vrai intérêt, qu'il y ait un truc qui m'attire, quoi. Et que ce soit un poste un petit peu intéressant quand même. J'ai fait 2 entretiens. Les 2 entretiens, j'étais clairement prise. Et les 2 entretiens, j'étais prise au salaire que je voulais, avec l'augmentation de salaire que j'avais demandé. Et tout ça en 3 semaines. Ça a été très vite. Et ça m'a fait du bien parce que même si tu es sûr de toi, et je suis sûre de moi dans mon milieu professionnel, parfois on a besoin d'éléments qui nous valident dans le fait d'être sûr de notre valeur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est bien beau de dire je vaux ça. Si personne valide que tu vaux ça, à un moment donné, est-ce que tu vaux vraiment ça? Tu te poses la question. Au vu du marché, des laboratoires, de Paris, il y a plein de choses qui font que je connais à peu près ma valeur. Bah là, j'ai été complètement validée sur cette idée-là et ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai pu choisir. Et j'ai choisi le poste où je suis actuellement par le salaire, par l'entretien que j'avais passé qui m'avait fait beaucoup de bien. Je m'étais sentie très à l'aise avec la biologiste et la RH, et puis surtout par le planning qui m'était proposé, puisqu'il y avait des très grosses journées, mais il y avait aussi des jours de repos supplémentaires, puisque je suis en 35 heures sur 4 et 5 jours. Que je travaille un samedi sur 2, voire sur 3 maintenant. Donc tout ça, c'est quand même plutôt cool. Maintenant, il y a plus de transport, il y a des très grosses journées qu'il faut quand même encaisser. Il y a le fait de finir à l'époque à 19h, maintenant c'est 18h30, les horaires ont changé. Tout ça, c'est pas rien, c'est pas anodin, il y a du plus, il y a du moins. Et donc je suis arrivée dans ce nouveau travail avec quand même de l'appréhension parce que, à nouveau, je répète ce que j'ai pu dire en 2024 quand j'ai changé de taf, mais tu sais ce que tu quittes, tu sais pas ce que tu récupères. Mais avec la certitude aussi que si ça me plaît pas, je refais un CV et je m'en vais. Quitte à être payé un peu moins ailleurs, c'est pas grave. Il n'y a rien qui me retient, il n'y a rien qui m'empêche de bouger. Et je dis ça et en même temps, c'est pas si simple. C'est-à-dire que là, c'est pas le salaire qui me retient à mon poste,
mais c'est mes collègues, tout ça. J'y me retiens à mon poste, je vous explique. C'est un boulot que j'aime beaucoup, mais qui est très dur, qui est en termes de quantité de patients, c'est très important, de volume d'enregistrement, de volume de tâches qu'on a à faire. C'est un très très gros labo. Je suis pas du tout en vacances quoi là-bas. Je vous le dis clairement. Il y a des jours où j'ai à peine le temps de faire pipi, de prendre un thé. Enfin c'est compliqué. C'est pas du tout du repos. C'est très intense. Je bois un petit coup, ça me fera pas de mal. Ici j'ai le temps. C'est très intense. Et on a enchaîné les démissions. C'est-à-dire que très rapidement, je crois au bout d'un mois à peu près, un mois et demi peut-être, j'ai une des collègues de l'équipe qui a démissionné. On a rembauché, ça convenait pas, c'est souvent que ça convient pas parce que en plus, comme je le dis, on est vraiment un labo où le travail n'est pas facile. Donc c'est pareil, il faut que la personne qui vienne soit en capacité et surtout envie d'assumer une charge de travail pareille. On n'est pas un petit labo de ville. Donc forcément, on n'est pas très sexy quand les filles viennent pour un entretien ou qu'elles viennent travailler chez nous. Est-ce qu'elles ont vraiment envie de rester? Pas vraiment. Donc là, on a essuyé les échecs, clairement, et on est en sous-effectif plus. On est 3 fixes, là, actuellement, au lieu d'être 5 fixes. Donc bon, ils ont empoché là 2 personnes, on va voir ce que ça donne. Tout ça, ça génère beaucoup de stress pour moi, parce que j'ai du mal avec le fais ce que tu peux, vas-y tranquille, c'est pas fait, c'est pas grave. C'est des trucs qui sont pas innés chez moi. Et c'est pas parce que tu dis que tu dois faire ça que tu y arrives. Moi j'ai du mal. Donc je me mets un stress pas possible. J'essaye de faire de mon mieux. Je prends les choses à cœur en général, dans ma vie je veux dire. Et ça ne loupe pas au travail, c'est la même chose. Donc j'essaye de faire mon maximum, du mieux que je peux. Et dans des conditions dégradées, tu peux pas faire mieux que ce que tu peux. Pour autant t'essayes quand même, tu pousses. En fait je donne pas 100% de moi, je donne plus. Et ça crée des petits soucis de santé clairement. C'est pas très bien. Donc là, j'attends vraiment 2026 de savoir ce que ça va donner avec une équipe stabilisée, comment je vais me sentir. Parce qu'il y a des très très bons aspects dans le job où je suis, le poste où je suis, le salaire que je trouve très correct, mes collègues avec qui je m'entends très très bien, je ne m'ennuie pas. Évidemment, c'est l'avantage quand t'es surchargé de travail. Et j'en ai pas beaucoup parlé ici, mais on m'a donné une mission supplémentaire, une gestion de prélèvements qu'on reçoit, etc., d'organisation, de faire en sorte que ça se passe au mieux, qu'on arrive à absorber cette tâche de la meilleure manière possible, qu'il y ait moins d'erreurs à l'enregistrement, etc. Une mission un peu particulière, et on a été très content de moi, on a su me le dire, donc j'ai beaucoup de reconnaissance, pas de tout le monde, mais j'ai quand même beaucoup de reconnaissance de personnes qui sont importantes dans cette entreprise. Tout ça, ça compte. Et j'ai une augmentation de salaire, alors que ça fait pas si longtemps que ça que je suis là, mais on m'a donné une mission, je l'accomplis correctement selon leurs critères, et on me donne déjà une augmentation. Tout est bien lié, il n'y a pas d'entourloupe, on n'essaye pas d'obtenir plus de toi en te payant pas. Il y a quand même beaucoup de positifs dans mon poste. Maintenant, le plus important, c'est pas l'argent. Je veux dire, sans cette augmentation-là, j'allais bien financièrement. C'est juste que toute tâche, tout travail supplémentaire mérite rémunération supplémentaire, et je suis très heureuse qu'ils appliquent ça parce que ça n'est pas le cas de toutes les entreprises, je le sais. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le salaire qui va me retenir. Un peu évidemment parce que ça compte, bien sûr. Ça fait partie de la reconnaissance, etc., de ton travail, de ce que tu fais et tout. Mais si les choses ne s'améliorent pas clairement assez rapidement quand même en 2026, je sais que ça va être compliqué pour ma santé mentale de rester dans ce job. Donc je me laisse clairement le premier trimestre 2026, voir comment ça va se goupiller, voir comment l'équipe, ça tourne, les nouvelles et tout ça, si on est bien enfin, si on arrive à ne pas être trop surchargé et juste avec une quantité de travail normale. Si c'est le cas, je resterai, et avec grand plaisir, parce qu'il y a plein de choses à faire dans cette entreprise, je le sens, je le ressens et je le vois. Mais si c'est pas le cas, je vais pas tuer ma santé là-bas. Voilà où j'en suis en termes de travail. Un gros changement avec plein de choses positives, mais aussi beaucoup de choses négatives qui ont notamment altéré ma santé. Je vais en parler juste après. Et en fin d'année, je suis vraiment dans l'attente de voir comment ça va se passer. Je pense que ça peut vraiment bien se passer. En tout cas, ils sont dans une dynamique d'amélioration de ça. Ils sont pas en train de nous dire oui, on va embaucher, et ils embauchent pas, c'est pas le cas, ils embauchent. Donc ils font le nécessaire. J'ai une entreprise qui est active dans le fait qu'on aille mieux. Je parle de nous, les secrétaires, de ce laboratoire-là précisément.
Donc je vais attendre de voir. Et vraiment, j'ai un PDG qui est top avec moi, qui quand j'allais pas bien ou quoi, a pris la peine de m'appeler, de me dire des choses. Enfin bref, il y a plein d'aspects positifs et j'entrevois des choses positives pour 2026. Je l'espère en tout cas vraiment. Mais si c'est pas le cas, si ça s'améliore pas, il faudra que je parte. Voilà où j'en suis vraiment au travail. Abordons la santé. Alors rapidement, hein, parce qu'il y a plein de petits soucis de santé plus ou moins gros que j'ai eu, que j'ai pu avoir et dont vous n'avez pas connaissance et je vous donnerai pas connaissance de ça. Mais c'est compliqué de prendre soin de ma santé parce que les médecins, bah, c'est compliqué. J'ai un médecin traitant mais que j'ai vu une fois dans ma vie, je l'ai mis en médecin traitant et puis après, bah, c'est impossible d'avoir un rendez-vous dans les moins de 15 jours. Donc, mis à part pour des choses genre renouvellement de pilules ou des choses comme ça où tu t'en fous d'avoir rendez-vous dans 15 jours, bah pour le reste, c'est compliqué. Il m'a pas vu pour mon urticaire. Il n'y avait pas de rendez-vous avant 3 semaines. Enfin, bref, j'ai un médecin traitant sur les papiers, mais j'en ai pas réellement pour me suivre réellement. Et ça, c'est pas simple. Donc, de prendre soin de soi dans ces conditions-là, c'est vraiment pas simple. Déjà que c'est pas quelque chose qui est facile pour moi. C'est hard. Clairement, niveau santé, ce que je vais aborder, et je sais pas si ça s'est vraiment vu beaucoup dans les vidéos, j'en sais trop rien, peut-être plus en fin d'année, j'en sais rien. C'est que j'ai eu beaucoup de stress cette année, beaucoup de stress lié sur plein de trucs différents, le travail évidemment beaucoup, et quand t'es pas au top au travail, sachant que tu passes 35 heures par semaine et que c'est beaucoup, tu passes beaucoup de temps, et bah t'es pas bien au travail, ça a des conséquences sur ton privé, sur ta vie privée, sur ton chez-toi. Moins de patience, tu rentres, t'es usé. Moi, je suis un peu une pile, et quand j'ai donné toute mon énergie, toute ma pile a été donnée au boulot, je rentre, j'ai plus rien. C'est compliqué, hein, avec les gens qui sont là et qui vivent avec toi. C'est dur. Beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Et en même temps qu'il y avait beaucoup ça, sur l'instant, je le sentais pas beaucoup. Très bizarre. J'ai tendance à pas m'écouter sur ces choses-là. Il y a plein de trucs où je sais prendre soin de moi. Je sais, par exemple, j'ai envie de faire un coloriage, je vais essayer de me caler ça et de prendre ce temps pour moi. Et voilà, je sais prendre du plaisir pour moi, je l'ai appris. Mais écouter ma santé mentale ou écouter mon corps, la fatigue, les choses comme ça, je ne sais pas vraiment faire. Et je le paye. À des moments, je le paye. J'en arrive à me lever et à vomir sur un quai de métro par le stress, l'angoisse qui me submerge. C'est arrivé cette année. J'en arrive à faire un urticaire géant. Alors peut-être que c'est complètement allergique, mais peut-être pas. C'est compliqué de savoir les raisons. J'ai enfin un courrier allergo, donc je vais prendre soin de moi à ce niveau-là en 2026. Je vais prendre rendez-vous chez un allergologue. Je suis cette personne qui n'écoute pas jusqu'à ce que vraiment ça déborde trop. Alors que pourtant, je devrais sentir, je devrais voir que là ça monte le stress ou que là la fatigue elle est importante et qu'il faut que j'arrête. Eh ben non. Non, ça ne fonctionne pas chez moi. Je dépasse les limites, les bornes des limites. Et à ce moment-là, dire ah oui, je suis stressée. C'est vrai, je me sens pas très bien. Donc c'est lié au travail, mais pas que. C'est lié aussi au privé. Et là, évidemment, je rentrerai absolument pas dans les détails. Et c'est lié aussi en partie, mais pas que, hein, bien sûr, au fait que je ne sache pas lâcher et stopper et que j'ai toujours énormément de difficultés. Là, je l'ai encore vu, là, en 2025, c'était une catastrophe d'équilibrer mon temps, de savoir rien faire. J'ai toujours besoin que mon temps soit optimisé, que mon temps serve à quelque chose ou à quelqu'un, ou c'est n'importe quoi hein, d'être comme ça, hein, et j'arrive pas à faire autrement. Je ne sais pas comment changer ça, comment ne pas, dans ma tête, optimiser. Alors là, j'ai toute l'après-midi de libre. Alors cet après-midi, je vais faire le linge, l'aspirateur, ma vidéo YouTube, mon montage, ma miniature, et je commence à faire ma checklist. Et le pire, c'est que si à la fin de la journée, j'ai pas terminé toute ma checklist que j'ai commencé à faire dans ma tête et qu'évidemment j'ai faite sur un cahier ou sur mon téléphone, si j'ai pas terminé toutes les choses, les possibilités que j'avais entrepris de mettre dans cet après-midi-là, je trouve que j'ai un peu gâché mon après-midi, j'ai mal géré, j'ai pas optimisé. Putain mais hello en fait, t'es pas une machine, qu'est-ce que tu fais? Et je fais ça à chaque fois que je ne travaille pas pour mon employeur. Donc je suis chez moi, je fais ma checklist. Je vais faire ça.
pour réussir ensuite à avoir une espèce de récompense temps libre, genre de la lecture, du coloriage, du puzzle. Mais je me mets des listes de tâches à faire qui sont... Bref, j'ai ce problème-là, je sais pas comment le régler. Ne plus faire de liste, j'ai essayé, mais en fait je l'ai fait dans ma tête, donc ça change rien du tout, c'est encore pire presque, parce que du coup j'oublie des petites choses, et si je les ai pas fait, bah voilà, t'aurais dû faire une liste, donc je me dispute, enfin, je suis un dragon avec moi-même, hein, faut se le dire, je suis un dragon parfois avec les autres, souvent, mais avec moi, je suis un dragon extrême. Au final, 2025, bah j'ai toujours pas réglé ce problème-là de réussir à faire moins de choses, à me laisser tranquille, à m'ennuyer, à me reposer tout simplement. Non, j'arrive pas. Il faut que je fasse des tâches, il faut que j'arrive à optimiser mon temps, que j'ai fait des trucs dans ma journée, dans mon week-end. Si je fais rien, je culpabilise, j'ai l'impression d'avoir gâché mon temps. Ça, il faut vraiment que ça cesse, mais je sais pas du tout comment arrêter ça. Je sais pas du tout. Rapidement sur mon rôle de maman, la parentalité, tout ça. Écoutez, 2025, ça a été compliqué, hein, parce que j'ai eu l'impression de ne pas réussir à aider mes enfants comme j'aurais voulu le faire. Et en même temps, avec le recul, je peux difficilement faire mieux. Je vous en avais parlé, le fait qu'on soit en garde alternée, bah, mes enfants sont pas toujours avec moi. Et donc, quand tu traces une ligne droite éducative et que une semaine sur deux, cette ligne droite, elle devient un losange, c'est parce que c'est pas toi qui as la main, bah il faut apprendre à lâcher prise, tant pis. J'apprends. Vraiment, en 2025, je commence à lâcher, à essayer de plus me préoccuper, ou en tout cas de moins en moins, et j'y arrive, je suis contente, de ce qui se passe la semaine où je suis pas là. J'en paye quand même les conséquences. Je vais pas expliquer le pourquoi du comment, mais quand mes enfants arrivent, sur ma semaine à moi, forcément, je paye les conséquences d'une semaine qui n'a pas été la mienne. Et je rentrerai dans aucun détail, mais ça reste compliqué à gérer. Mais sur la semaine, sur les temps où ils sont vraiment pas là, j'essaye réellement de décrocher et j'y arrive de plus en plus. Et les impacts que ça peut avoir sur eux, il faut que j'arrive à lâcher. C'est horrible, c'est triste parce que c'est mes enfants et que je veux le meilleur pour eux et que parfois j'ai le sentiment, la sensation que bah on n'y est pas. Et que ça, j'ai raté ça. Et en fait, c'est pas moi qui ai raté. J'ai pas raté, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'ai. Et vraiment, je m'accroche à l'équilibre que j'ai trouvé, qui je pense est important, en tout cas avec mes enfants, avec notre vie, et ça nous appartient qu'à nous. Hein. Je dis pas aux gens qu'il faut qu'ils fassent pareil, genre, vraiment pas, hein, je m'en fous complètement. Moi, j'ai trouvé un équilibre entre les règles, les leçons, je sais même pas comment dire ça, mais les remontrances, ce que vous voulez mettre là-dedans, mais les instants comme ça où on parle, où je leur dis ça c'est pas ok, ça pour toi tu dois faire ci, ça, c'est obligatoire si tu veux ci, ça. Bref, tous les instants éducatifs qui sont un petit peu durs parfois, c'est pas évident de discuter avec un ado de 17 ans, c'est pas simple. Ou avec un pré-ado, parce que clairement Augustin, il est pas facile tous les jours, je vous le dis, de 12 ans. C'est pas facile. Donc d'équilibrer ces instants-là éducatifs purs, qui sont parfois des moments un peu hard, mais de garder cet équilibre avec des beaux moments où on sort, on va au ciné, on fait des sorties, on fait des jeux de société en famille, des vrais instants, eux et moi, de garder cet équilibre-là, c'est ma clé. C'est la clé du fait que j'aille bien et qu'on aille bien ensemble. Parce que d'être trop dans l'éducatif, à leur faire des remontrances parce que ça va jamais, il y a toujours un truc qui va pas, kakaki, kakaka. Moi, ça me flingue parce que j'ai l'impression de plus avoir d'enfants. Le côté amour, le côté tendresse, le côté partage avec eux. Bref, l'équilibre. L'équilibre, et je pense que je l'ai trouvé en 2025 à peu près. Et je veux continuer sur cette lignée-là. Oui, il y a des instants où je dois être maman stricte un peu pour eux, évidemment. Mais je veux absolument garder ces instants à nous, précieux. C'est ça aussi dont on se souvient quand on grandit. C'est les instants qu'on a partagés et je veux absolument leur offrir ça. Je fais ce que je peux en fait. Et c'est déjà pas mal. On va parler un petit peu voyage. J'avais très envie, je vous l'avais dit, il me semble, dans mon bilan de l'année dernière, de voyager et de faire un beau voyage assez loin sans vous dire lequel, c'était New York.
J'avais très envie d'aller à New York et j'espérais le faire en 2025. C'est chose faite, je suis tellement heureuse, j'ai adoré visiter New York, c'était complètement dingo. C'est pas une ville qui est blindée de charme comme peuvent l'être Venise ou Édimbourg, je préfère le dire tout de suite. Il n'empêche que New York a une importance très particulière. New York, ça berce mes séries, mes films depuis toujours. C'est un côté magique par la grandeur. Et mais tout ça, je l'ai vécu quoi. J'y étais. Et même si j'ai pas visité chaque quartier de New York parce que c'est immense, faut bien se le dire, j'ai quand même eu la chance de visiter des quartiers un petit peu différents. Les quartiers où on a tous les grands buildings, tout ça, tout ce qu'on connaît, ce qu'on voit un peu du ciné et tout. Mais aussi Brooklyn, qui est bien différent, qui a plus ce charme un peu vert, qui est très différent du cœur, comme ça, Manhattan, quoi. Et puis un petit peu de Harlem et tout. Bien sûr que j'aurais aimé voir encore plus de choses, mais déjà, d'avoir eu cette chance de voir ça, non mais c'était fou, ce voyage, il était complètement dingue. C'était incroyable. Et New York, c'est quelque chose qui va me rester à vie. C'est tellement grand. C'est ce côté grandeur que tu retiens, que je retiens en tout cas de New York. Ouais, c'est ça. C'est tellement puissant et grand. On n'est pas dans le charme. Non, c'est pas ça. Mais waouh quand même, hein. Sacré voyage. Je suis assez fière de moi d'avoir pu faire ce voyage-là, de m'être donné les moyens de le faire par plein d'aspects différents. Ouais, je suis trop heureuse. Je suis tellement heureuse de ce voyage. C'était complètement dingue. Ensuite, cet été, on a fait un voyage en France, à Annecy, avec mes garçons et Jonathan. Et c'était vachement bien. J'ai fait le choix cette année d'un voyage en France beaucoup plus reposant, en mode on fait des jeux, on va prendre du temps pour se baigner au lac. Quelque chose de reposant, réellement. Et pas de faire 50 millions de visites jour comme on a pu faire en Italie, pour donner différentes choses quand même à mes enfants. Et peut-être que l'année prochaine, on fera un voyage à l'étranger. J'ai des idées, faut voir comment ça va se goupiller cet été, etc. Mais je suis contente d'avoir fait ce choix. Puis, on a un très beau pays. La France est magnifique. Alors, je veux dire, on a eu des vues incroyables. On a fait une randonnée qui était géniale. On a fait du parapente et du deltaplane avec Augustin. Enfin, franchement, on a vécu des très belles choses. Je ne regrette absolument pas mon choix de vacances avec eux. Clairement, c'était un très bon choix cette année. À voir l'année prochaine. Et là, en fin d'année, donc, je suis encore en train de vous publier les vlogs de là-bas. J'étais en Andalousie seule et je suis assez contente parce que ce voyage m'a prouvé que j'étais capable, à l'intérieur d'un périple, de changer de ville, de prendre un car pour aller d'une ville à l'autre, d'avoir plusieurs logements et tout. C'est quelque chose qui m'effrayait un peu. Et en fait, ça s'est très bien passé. Et j'ai réussi. Et je suis capable de ça. Et l'Andalousie en soi, Séville, c'est trop chou. C'est une super jolie ville. J'ai beaucoup aimé. Et puis, j'ai eu un coup de cœur absolu pour Cordoue, notamment pour l'église, la mosquée de Cordoue, là. Ce que j'ai adoré en Andalousie, en fait, c'est simple, c'est le mariage des différentes cultures. Le côté arabe et le côté plus occidental. Ce mix-là, c'est magnifique. Voilà, donc je me suis régalée à chaque fois dans les détails, dans l'architecture, c'est trop beau. Et puis il y a eu des très beaux instants, flamenco, tout ça. J'ai adoré de voir comme ça plusieurs villes. C'était vraiment chouette. C'était pas du tout des vacances reposantes. Un peu comme New York, hein, pas du tout reposant. Mais j'en ai pris plein les yeux. Et ces deux beaux voyages seuls, de 2 semaines quasiment chacun, ça m'a clairement montré que j'ai besoin de ça, de ces voyages seuls. Parce que d'être seule, c'est toujours important pour moi. Clairement, et notamment sur comme ça plusieurs jours où je coupe en fait, je coupe avec le reste un peu du monde et c'est cool, mais aussi de me nourrir, d'apprendre, de voir des choses que je connais pas. Et le voyage, c'est la plus belle façon que j'ai de me nourrir. Je l'ai appris et je l'ai beaucoup ressenti aussi cette année et je suis très contente de ça et ça sera la même chose dans les années à venir, je pense, si tout va bien et que je peux me le permettre. Mais clairement, c'est trop bien de voyager seul. On passe à tout ce qui est amitié. Alors cette année, ça n'a pas été folichon. Alors heureusement pas surtout. On va commencer par le pas folichon. Il y a plusieurs personnes qui sont sorties.
on va dire ça comme ça, de ma vie, des personnes que je voyais quand même assez régulièrement. Il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas toujours eu d'explication d'ailleurs, mais il y a eu un éloignement. Et où j'ai pas osé revenir vers la personne, la relancer. Parce que j'avais déjà eu des reproches ou quoi, et que j'ai pas osé, parce que je donne pas assez en termes de temps ou d'attention. Et je peux comprendre, on n'a pas tous les mêmes attentes, etc. J'ai pas des attentes précises sur, par exemple, le nombre de messages qu'une amie ou qu'un ami doit m'envoyer pour rester un ami. Je sais à quel point le temps et la gestion du temps c'est compliqué pour ne pas imposer ça. Mais je comprends que ça soit pas le cas de tout le monde. Bref, il y a des gens qui sont sortis de ma vie un peu pour ça. Bah c'est triste, ça m'a fait de la peine et ça m'en fait un peu toujours, mais c'est pour le mieux parce que j'ai pas envie de leur faire du mal à ne pas répondre à leurs attentes et j'ai pas envie non plus qu'on me fasse du mal en me faisant des reproches quoi parce que je suis pas ce qu'on attend de moi. Donc j'ai laissé faire. Bon et là clairement je parlais pas du tout de Jenny et Gwen, hein, je préfère le dire. On va aborder rapidement, j'espère, mais je suis pas sûre, le sujet là pour clore l'année parce que ça fait partie de mon année et que ça a été compliqué. J'ai eu surtout une très grosse rupture amicale avec Gwen et Jenny, qui étaient clairement mes amies et pas que deux youtubeuses que je fréquentais, hein, c'était mes amies, on avait un lien quotidien. Donc ça a forcément bousculé mon quotidien, mes habitudes au quotidien, mes sentiments, etc., etc. Mais je tiens absolument à préciser plusieurs choses. La première, c'est que dans cette histoire, il n'y a pas de méchante ou de gentille. En tout cas, c'est pas comme ça que je le perçois. Pour elle, j'en sais rien honnêtement et j'ai pas envie de parler pour les autres, donc chacun voit midi à sa porte. Mais selon moi, il n'y a pas de méchante ou de gentille. Je les considère pas comme des méchantes et je me considère pas comme la gentille. Je me reproche des choses qui sont d'ailleurs pas forcément celles qu'elles ont pu relever. Bref, c'est encore un autre sujet, c'est personnel, mais je me reproche des choses, je me sens pas comme une blanche colombe à qui on a fait du mal. Pas du tout, vraiment pas. Bien sûr que s'il y a eu rupture amicale, c'est que des deux côtés, on s'est fait du mal. Vraiment, je le redis. Je dis des deux côtés par simplicité, mais c'est des trois. Hein. On est trois personnes différentes, mais par simplicité de langage, je dis des deux côtés. Et j'insiste vraiment, mais il n'y a pas de méchants et de gentils dans cette histoire. Ça, je peux vous l'assurer. C'est pas du tout ça, quoi. Ensuite, je trouvais important de dire, parce que j'aborde ce sujet-là dans mon bilan, que je suis pas du tout d'accord et que je me sens pas à l'aise et que je suis pas là en train de me dire ah 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 trop bien, bien fait pour elle, avec l'idée que certaines aient été presque harcelées, je pense qu'on peut dire ça, l'une ou l'autre, en mode c'est elles justement les méchantes, elles sont pas gentilles, du coup on va les insulter, on va leur prendre la tête, on va leur laisser des messages, c'est n'importe quoi en fait. Vous êtes complètement pété et fou de faire des choses pareilles. Vous ne connaissez rien de notre amitié, de notre histoire, de la fin de cette amitié. Mais comment osez-vous aller voir des gens et leur faire la morale, les insulter? Enfin, ce qui s'est passé, c'est n'importe quoi. Je parle pour elle parce que j'ai eu le sentiment que c'était plus chez elle que chez moi. Il n'empêche, faut quand même remettre l'église au milieu du village, que j'ai pas reçu que des gentillesses, faut quand même se le dire. J'ai moi-même reçu des insultes ou des commentaires désobligeants ou des choses comme ça. Faut pas croire que ça a été tout mignon, tout gentil parce que moi j'ai pleuré en vidéo. Peut-être que certains ou certaines pensent ça, ça n'est pas le cas. Et, j'en remets une petite couche, c'est pas parce que moi je pleure en vidéo que c'est moi qui souffre le plus de cette rupture. J'en sais rien, je suis pas dans leur tête et je sais pas comment elles ont vécu les choses. Donc arrêtez de vous imaginer parce que moi je suis expressive sur tel ou tel instant, que j'ai dit telle ou telle chose, que c'est moi la pauvre petite chose fragile et que elle mérite d'être insultée. Hein. Putain, mais n'importe quoi, enfin vraiment c'est n'importe quoi. C'est les deux choses importantes que je voulais préciser et la troisième qui est importante aussi et qui me concerne que moi là, c'est s'il vous plaît arrêtez de m'envoyer des messages en rapport avec les filles parce que ça me fait pas du bien. J'ai quitté leurs réseaux sociaux, Insta, YouTube, je me suis désabonnée, tout ça, parce qu'au début, ça a été compliqué de pas aller voir.
Je veux dire, je suis humaine et je suis ce genre d'humain qui a la curiosité, en plus, parfois très souvent malsaine, d'aller zioter ce qui se passe à droite à gauche. J'assume complètement ce côté-là chez moi, d'autres l'assument beaucoup moins, mais ça, je m'en fous, c'est pas mon problème, on va se concentrer sur soi-même. Hein. Donc c'est compliqué pour moi de ne pas aller voir ce qui se passe chez elle, parce que ça a été mes amis, parce qu'il y a une curiosité, peut-être malsaine, j'en sais rien, mais ça a été difficile. Je l'ai fait pendant des semaines, des mois, j'ai rien regardé du tout, mais de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient me dire « Au fait, t'as vu ceci ou cela chez machin? Ou t'as vu quand elle dit ci ou ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Et vraiment, j'aimerais avoir la force de pas aller voir ce qu'on me dit, parce que je sais que ça va pas me faire du bien. Ou que ça va m'emmener dans un terrain glissant où il faut pas que j'aille, où je vais interpréter, où je vais supposer, ou tout simplement de les voir, ça va me faire quelque chose et que j'ai pas envie de ressentir ce quelque chose. Et ben je peux pas résister, j'y vais quand même. Et à chaque fois, ça me fait pas du bien. Pas parce que elles disent des choses pas bien sur moi, hein, pas du tout. Hein, c'est pas du tout le sujet de ce que j'aborde. Mais parce que ce que j'y vois me fait de la peine pour X ou Y raison. C'est comme par exemple certains objets, pas tous, mais certains objets chez moi, j'ai préféré les retirer. Par exemple, la plaque de voyage Malte que Gwen m'avait offert, j'ai préféré la retirer de ma cuisine quand j'ai changé la disposition des plaques, parce qu'à chaque fois que mon œil se posait dessus, ça me faisait de la peine. C'est ma façon de gérer cette rupture, etc. Il y a plein d'objets ici qui sont de Gwen ou de Jenny qui me font pas cet effet-là. Je sais pas expliquer pourquoi certains le font et certains le font pas, mais de voir les tournesols que Jenny m'a offert, ça me fait pas de la peine. De voir le cercle Harry Potter que Gwen m'a offert l'an dernier, tout ça, ça me fait pas de la peine. Donc, tant que ça me fait pas de peine ou trop de peine, l'objet reste en place. Mais si ça me fait mal ou que ça me titille ou que ça me crée quelque chose de pas agréable en tout cas, je préfère retirer. Je le dis, comme ça c'est clair, et c'est la même chose avec le fait d'aller voir un contenu de Jenny ou d'aller voir un contenu de Gwen. Ça me fait pas du bien, ça me fait ressentir un truc comme ça qui me sert, ça me fait pas du bien. Donc s'il vous plaît, arrêtez de venir me dire Jenny a fait ci ou Gwen a fait ça, stop, vous me faites du mal, ok? Et peut-être que ça fait plaisir à certains, bah du coup dans le doute, ceux qui vont faire ça, qui vont continuer de m'envoyer des messages, t'as vu ce que machin elle a dit, t'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu tel truc, je bloque. Je bloque pour ma santé mentale pour le coup, parce que moi j'ai besoin d'avancer quand même. J'avance, hein, c'est pas non plus une rupture qui me bloque et qui me fait me sentir tellement mal. J'avance, ça va, j'avance. Pour autant, de me replonger dans des trucs comme ça, d'aller voir ce qui se passe, j'ai vraiment pas envie. Je veux pas. Je veux pas. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Je comprends par contre complètement quelqu'un qui débarque et qui n'est pas au courant qu'on a eu cette rupture amicale et qui me demande bah tu vois plus Gwen ou Jenny, je vais répondre bah non, je suis plus en lien avec elle, point. Il n'y aura pas d'explication supplémentaire bien sûr, mais voilà, c'est pas une rupture amicale facile à gérer. Je le vis toujours pas très très bien, je suis honnête. Par contre, ça m'empêche pas de vivre, évidemment. Si vous voulez, ça me touche, ça m'atteint. Mais ça m'a pas détruit, voilà, ça va aller, ça va aller, et c'était vraiment important que je profite de ce bilan-là pour dire que c'est compliqué parce qu'elles ont beaucoup fait partie de mon quotidien et qu'elles sont plus là, qu'il y a beaucoup de choses chez elles qui me manquent. Moi je vais pas faire semblant, faire la fausse fille forte ou je sais pas quoi, c'est pas le cas, c'est pas le sujet. Par contre, cette rupture, elle a été bénéfique pour moi, parce qu'on arrivait là à des degrés de choses qui étaient pas ok pour moi, et pas ok pour elle non plus, donc il fallait que ça s'arrête. Donc c'est très bien que ça se soit arrêté, c'est pas pour autant que c'est pas douloureux, et qu'il n'y a pas des choses qui me manquent, voilà. Maintenant, cette rupture a ramené aussi quelque chose chez moi, de l'ordre de la peur de faire confiance. Bien qu'on le sait, quand par exemple, je sais pas, je discute avec quelqu'un, je peux avoir ce discours comme ça, un peu éloigné. Bien sûr que tout peut s'arrêter du jour au lendemain dans une relation, peu importe ce qu'elle est, évidemment. Ouais, évidemment. Mais de le ressentir bien comme il faut là, une nouvelle fois, ça me crée une peur. Je pense que ça m'a pas fait du bien dans mes relations aux autres. Tout simplement à ce niveau-là, sur la confiance. Pour clore sur l'amitié avec quelque chose de très positif, bien sûr, j'ai conservé des amitiés qui me sont très très chères, que ce soit avec Joël, Bérangère ou des gens qui n'apparaissent pas ou que vous n'entendez pas en vidéo, Manu, Johan, bref, il y a plein de gens comme ça qui gravitent et qui continuent de graviter autour de moi et je me sens riche de ça.
Et ça fait du bien. J'en profite pour redire merci à Bérangère de tout ce qu'elle m'apporte, parce que c'est quelqu'un qui est quand même très particulier dans ma vie, et que je suis très très heureuse de l'avoir dans ma vie. Donc merci d'être là, merci de tout ce que tu fais pour moi, et merci d'interagir dans cette chaîne comme tu le fais. Je sais que ça fait du bien à beaucoup de monde, et pas qu'à moi, donc merci beaucoup. On attaque la notion d'amour. L'amour, l'année dernière, j'étais célibataire, puisque c'était en mode légèreté, voilà. Je faisais des dates, clairement, à ce moment-là, pour être clair. Toute la fin d'année, voilà, début d'année, bon, très bien. C'est comme ça que j'ai rencontré Jonathan. Et avec Jonathan, c'est créé une relation clairement sérieuse, avec des sentiments des deux côtés. Quelque chose d'assez puissant, et en même temps que c'était puissant, ça a été quelque chose qui a été aussi fait de beaucoup de très hauts et de beaucoup de très bas. C'est compliqué, c'est pas une relation sereine, légère, simple, pas du tout. En même temps, j'ai pas choisi la personne la plus gnangnan de la Terre, donc bon, faut un peu assumer. Je vais pas rentrer dans les détails de notre vie, parce que ça nous appartient, et qu'en plus parce que c'est hyper complexe, mais on a des valeurs qui sont communes, on a des valeurs sur lesquelles il me pousse, on se pousse, on s'aide, on s'entraide, on s'apporte beaucoup, mais après il y a des choses qui sont plus complexes par nos différences, par nos difficultés à communiquer. Il a une manière de communiquer qui est pas du tout la même que la mienne, et des fois ça prend des proportions, et puis j'ai un problème, je l'analyse un peu comme ça, peut-être que je me trompe, mais j'ai clairement un problème de faire confiance aux autres, et notamment aux plus proches de moi, et ce manque de confiance fait que j'interprète assez facilement, négativement, les choses qu'il peut dire, qu'il peut faire, enfin bref, ce qui gravite autour de lui, j'interprète très facilement la première intention. Mon cerveau va en première intention mal prendre ce qui se passe. C'est hyper chiant, c'est hyper fatigant, c'est hyper dur, que ce soit pour lui ou pour moi. Voilà, ça c'est un aspect que je vous partage. Il y en a d'autres qui le concernent, et ça je vous le partage pas. On apprend à faire mieux l'un avec l'autre parce qu'on a des sentiments forts l'un pour l'autre. Mais c'est pas toujours facile. Et je me rends bien compte là, maintenant que je suis dans une vraie relation où les sentiments ont cette importance-là, parce que c'est la première fois que ça prend autant de place depuis Jean, en termes de sentiments. Me rends bien compte que l'histoire que j'ai vécue avec Jean et la rupture que j'ai eue avec Jean affecte clairement ce que je suis en train de vivre actuellement. J'ai un peu ce truc de refuser de me laisser chuter comme ça sans parachute. Moi j'ai mon parachute, j'ai toutes les sécurités activées, et ça m'empêche certaines choses évidemment. Mais je crois que dans le fond j'ai très peur, je suis terrorisée. Je suis terrorisée à l'idée de faire entièrement confiance et de me casser la gueule. J'ai pas envie, hein. Ça va, merci, c'est bon. Donc je sais pas où ça ira, je sais pas dans quelle mesure j'ai envie d'enlever un peu de sécurité, toute en partie. C'est difficile. La question se pose de savoir si je suis capable d'être en couple une fois qu'il y a des sentiments vraiment installés des deux côtés. Est-ce que je suis capable ou pas, qu'est-ce que voilà, c'est pas simple du tout, mais cet amour que j'ai, cette relation qu'on a lui et moi, mérite que je m'y accroche, que j'essaie, que je tente, que j'analyse plus, que je prenne le temps et que je la vive. Donc je le fais. Je le fais malgré les difficultés. Et je me dis qu'au moins on en a conscience, quoi. On a conscience de nos difficultés, on bosse dessus, on fait des choses. On n'est pas là en train de se laisser crever par des trucs durs, pas du tout quoi, pas du tout. Donc j'y crois en fait, j'y crois. Passons à YouTube. YouTube c'est compliqué un peu quand même hein, cette année, j'ai vécu des très belles choses youtubesques dans les vidéos que je vous ai proposées, tout, je suis contente de ce que j'ai proposé. Rien d'incroyable, rien de très novateur, il n'y a pas de nouveaux contenus. En même temps, les nouveaux contenus sont souvent pas très bien accueillis, et pour faire des nouveaux contenus, il faut du temps. J'ai pas beaucoup de temps, donc c'est compliqué de sortir de ta routine vidéo quand tu manques de temps. Voilà, si j'avais 3 semaines à rien à faire chez moi, sûrement que je prendrais un nouveau truc, mais là, c'est pas le cas. En termes de nombre d'abonnés, cette année, j'ai gagné 500 abonnés. C'est très très peu, je vous le dis, c'est très très peu. C'est 3 fois moins que l'année dernière, par exemple. Et c'était déjà pas des chiffres incroyables. Alors évidemment, je me remets en question, je plais pas à tout le monde, je plais pas à beaucoup de monde. C'est un fait, je peux pas dire le contraire. Pourquoi, comment, je sais pas trop. Peut-être que le côté voyage plaît pas tant, enfin, j'en sais rien. Et honnêtement,
c'est pas que je m'en fous un peu, mais c'est que comme ce que je vous propose ici, c'est réellement moi, je vais pas me transformer pour autant. Ce que je vous propose sur YouTube, c'est moi, avec un côté un petit peu stratégique, parce que je suis un petit peu obligée, puisque c'est, comme vous le savez, un deuxième job, et que donc stratégiquement, je joue un peu de la carte de vidéo facile qui fonctionne, en alternance avec des vidéos où je me dis, bon, là, ça va être compliqué. Et je vous assure que parfois, c'est très compliqué en termes de vue, ça pique. Vu le temps que tu passes à faire les choses, ça pique fort. On m'a reproché, au vu de mes valeurs, éthiques, tout ça, de continuer de travailler avec Shein dernièrement. Je le comprends. Je comprends qu'on comprenne pas mon choix. Je vais pas revenir là-dessus, mais clairement, les choix que je fais de poster de temps en temps des vidéos consommation, que ce soit Shein ou d'autres, c'est des choix qui sont égoïstes parce que je suis contente de recevoir ce que je reçois, évidemment, mais pas que. C'est aussi stratégique. Les vidéos Shein sont des vidéos qui fonctionnent toutes seules. Tu postes ça, en tout cas sur ma chaîne, je parle évidemment, et ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire que je me fais critiquer parce que ça ne plaît pas à tout le monde, et je comprends, parce que je continue de bosser pour Shein, mais dans le même temps, quand je poste la vidéo Shein, elle marche du feu de Dieu. Alors qu'une vidéo culturelle, que ce soit voyage, lecture ou je sais pas quoi, elle va pas marcher du tout, elle va plomber et elle va pas me faire gagner ma vie. À un moment donné, c'est un travail. Bien sûr que c'est un travail qui me plaît et qui me nourrit de sentiments, intellectuellement, de plein de choses. C'est un travail que j'adore, mais c'est un travail. Il faut que je gagne de l'argent avec. Si je gagne pas d'argent, je récupère mon temps et je fais sûrement d'autres choses. M'ennuyer, par exemple. Vu que j'arrive pas à le faire, ce serait peut-être une solution. Non mais je plaisante, mais vous voyez, je pense, j'espère ce que je veux dire. C'est-à-dire que il y a des choix que je fais qui sont égoïstes de ma part parce que j'aime tel ou tel truc, très bien, mais il y a aussi un choix stratégique du fait que c'est un travail et que je veux pas tuer ma chaîne. Voilà. Et pour pas tuer ma chaîne, bah, il faut proposer un peu de Shein. Voilà, c'est ma solution en tout cas, j'en ai pas d'autres pour l'instant. Peut-être que si j'avais d'autres solutions, bah je ferais autrement. Mais c'est pas le cas. J'explique aussi mon choix, je voulais le dire. Je fais ce que je peux avec ce que je suis et avec la stratégie nécessaire quand c'est un job. Donc le nombre d'abonnés, c'est pas fifou. La rémunération, c'est un petit peu moins que l'an dernier, mais rien de dramatique. L'année dernière, j'étais à peu près... j'avais fait une moyenne, j'étais à 650 € par mois. Cette année, j'ai tourné autour de 600 € par mois. Je trouve ça génial. Franchement, je me plains pas du tout. Je suis hyper contente. Maintenant, c'est sûr que au-delà de la rémunération, c'est un peu dur parfois de voir que des vidéos voyage, c'est une catastrophe en termes de vues. Heureusement que les commentaires sont hyper positifs et tout, ça donne de l'allant et de l'élan pour continuer là-dedans, et que ça me fait très plaisir de les faire égoïstement, mais ça reste compliqué quand tu lances une vidéo et de voir que les gens ils cliquent pas, ils ont pas envie de voir ça. Ce qu'ils veulent voir chez toi, c'est Shein et action quoi. C'est un peu dur, mais je vais continuer d'essayer de vous proposer d'autres choses parce que je sais aussi que ça plaît à une certaine catégorie, à ceux qui les regardent, même si c'est pas la majorité, et tant pis. Voilà, je vais continuer de faire un peu l'anguille comme ça, d'alterner les contenus, de faire quoi qu'il arrive ce que j'aime, parce que je dénigre pas ce que je fais avec Shein. J'aime ce partenariat-là pour certaines raisons. Et je l'assume entièrement. Mais je vais clairement persévérer avec mes partages voyages, lecture ou tout ce qui va être culturel. Parce que c'est moi aussi en fait. Voilà. Et c'est beaucoup plus moi que du Shein que vous avez une fois tous les 1 mois et demi ou 2 mois. Bref, on a assez abordé le sujet. YouTube cette année, c'est pas dingue. Et je vous remercie d'autant plus d'être là, de me suivre et de bouffer les pubs parce que c'est ça qui me rémunère, je le rappelle. Et c'est grâce à vous que j'ai ce travail, ce métier, donc merci beaucoup d'être là, vraiment. Et surtout, merci à ceux qui laissent des commentaires, parce que cette année, j'ai pas été parfaite non plus en termes de réponse. J'essaye, mais je cours après le temps, et ça fait partie du temps qui est compliqué de donner, de répondre aux commentaires. Je continue de vouloir le faire, mais je suis vraiment pas au top du top. Donc désolée pour ça, et merci beaucoup d'être là. J'en profite pour vous demander quand même si vous avez des idées de contenu qui pourraient coller avec ce que je suis, d'après vous, et qui vous plairaient. N'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous imaginez bien sur ma chaîne, ou que vous aimeriez bien voir. Ça pourra peut-être me donner des idées ou des choses comme ça, donc n'hésitez pas. On termine, j'espère rapidement, parce que à mon avis cette vidéo va être hyper longue, avec mes envies pour 2026. Est-ce que j'ai envie de voyager en 2026? Évidemment, peut-être 1 ou 2 fois.
Ça dépendra où je vais, combien de temps et tout. Je sais pas trop comment on va se goupiller l'année. Mais j'aimerais bien. Il y a plein de destinations assez proches que j'ai envie de faire. La Belgique, Amsterdam, pourquoi pas le Portugal, pourquoi pas l'Angleterre, Londres. Retourner à Londres, pourquoi pas avec mes enfants. J'aimerais bien faire ça avec eux, je pense que ça leur plairait. Je me dis aussi que peut-être faire un peu de Londres et puis prendre un train ou quoi pour aller ailleurs en Angleterre, découvrir autre chose de l'Angleterre, ça pourrait être cool. Je sais pas trop, j'ai pas vraiment approfondi le truc, mais c'est quelque chose qui me tenterait. Vienne, je vous en ai parlé, j'ai très envie d'y aller aussi, en Autriche, tout ça. J'ai très envie, mais je sais pas si je vais oser et réussir. Et est-ce que ça sera fait en 2026 ou plutôt plus tard, j'en sais rien du tout. Mais de faire un voyage assez lointain. Pourquoi pas par exemple en Asie, Asie au sens large, hein, ou ailleurs, mais qui soit plus challengeant que le grand voyage que j'ai fait par exemple à New York. New York, ça reste une ville qui est pas si différente de ma vie parisienne, avec les transports en commun, les métros, les choses comme ça, où tu t'en sors même si tu conduis pas. J'aimerais bien faire un voyage où vraiment la langue complicado de chez complicado, parce que genre là-bas ça parle pas anglais par exemple, ou difficile, où t'as plus de difficultés à te faire comprendre, c'est plus challengeant d'aller dans un pays comme ça, où il n'y a pas de transport en commun, tu dois gérer les choses différemment que ce que je peux faire quand je suis dans une grande ville. Voilà, j'aimerais bien ce genre de voyage-là, mais je sais pas trop comment faire, est-ce que je vais vraiment oser, je sais pas. J'aimerais beaucoup visiter le Vietnam par exemple, mais ça demande des choses que je sais pas trop faire. Donc je me dis peut-être avec une agence de voyage, mais une agence de voyage, j'ai peur que ça me mette un espèce de carcan qui m'empêche de visiter de la manière dont j'aime visiter en prenant le temps que je veux dans tel ou tel endroit, d'être trop guidée, j'ai plus envie de ça non plus, donc voilà, je suis un peu perdue. Je rêve du Japon, mais ça sera pas pour 2026, j'y crois pas, j'en sais rien, bref. Je vais me laisser porter niveau voyage, mais il y a ce petit truc dans ma tête de me dire, oser faire un voyage plus complexe que ce que tu as déjà fait. Pour 2026, mon envie profonde, c'est de m'apaiser. De m'apaiser, que ce soit au boulot, professionnellement, j'ai une envie d'apaisement important, dans la même mesure que j'ai envie de m'épanouir au travail, de faire des choses intéressantes, d'apprendre, tout ça, d'évoluer, tout ça, ça a toujours été chez moi, ça, c'est quelque chose qui est tout le temps là. Mais au-delà de ça, là maintenant, j'avoue que pour 2026, j'ai envie d'apaisement. Donc même au boulot, vraiment j'en ai besoin, que on puisse respirer, être plus serein. Ouais, j'ai vraiment envie de ça. Et de façon globale dans ma vie, j'ai envie d'apaisement. Que ce soit un apaisement avec mes enfants, on n'est pas tout le temps pas apaisé, mais on a eu des instants qui n'étaient pas simples à gérer, eux et moi. Et j'ai envie qu'on soit plus apaisé, que ce soit plus doux dans ma vie amoureuse aussi, je vous en ai un peu parlé, donc voilà, amicale évidemment, voilà, vraiment 2026, j'espère la paix. Donc il faut que j'arrive à créer la paix. Parce que là, cette année 2025, j'ai créé beaucoup de feu autour de moi, il faut que j'arrête. Le dragon doit cesser, donc ouais, j'aspire à de l'apaisement. Et j'espère avoir moins peur de façon générale, parce que ça me crée du stress, d'une angoisse qui est compliquée. Et comme l'année dernière, j'espère réussir à avoir plus de temps, parce que j'arrive pas à être équilibrée, j'arrive pas à me ressentir en fatigue, j'arrive pas à ne pas optimiser mon temps, j'arrive pas à ne rien faire, et je ne sais pas comment gérer ce truc-là. C'est vraiment un truc que j'ai envie, mais je sais tellement pas comment travailler là-dessus que qu'est-ce que je dois faire pour faire ça? Parce que dire de faire moins, ça ne marche pas, hein, je vous le dis. Oh, je vais faire moins, ça ne marche pas. Ne pas me mettre de pression. Le dire, en fait, ça ne suffit pas. Je ne sais pas quoi mettre en place, quelles actions mener réellement dans les faits pour avancer sur ce sujet-là. Je suis complètement paumée. Et évidemment, pour 2026, je ne l'ai pas dit cette année, mais 2025, ça a été beaucoup d'expos aussi. J'ai beaucoup profité de Paris avec ma petite Bérangère notamment, et Joël, et c'était trop bien. Et je compte bien continuer de le faire en 2026, mais à fond quoi. Expo, resto, salon de thé, promenade, balade, mais trop envie quoi. Grosse envie pour 2026, continuer de profiter de Paris.
Voilà pour mon long bilan, parce que je sens qu'il va être long. Je suis navrée. J'espère que ça n'aura pas été trop ennuyeux pour vous. Moi, ça m'a fait du bien de mettre les choses comme ça dans des petites cases et de voir ce qui s'est passé en 2025. Ça n'a pas été une année si facile que ça. Il y a eu beaucoup de positifs et beaucoup de belles choses faites, vues, ressenties, mais aussi beaucoup de difficultés et de douleurs. Et j'espère une année 2026 bien plus apaisée et avec bien moins de stress que 2025. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour 2026. Une très belle année à vous, mes meilleurs vœux. J'espère qu'on sera ensemble pour cette année, que vous serez là avec moi. Je vous embrasse, mais tellement fort. Merci réellement d'être là avec moi. Vous m'apportez beaucoup. Voilà. Je vous embrasse très fort, mes petits moches, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Belle année 2026.